Bonjour, bienvenue sur le podcast de Sur Deux Roues. Aujourd'hui, on fait un épisode que j'avais très hâte de faire. On parle des innovations de la dernière année dans l'industrie du cyclisme. Mais ce qui est vraiment intéressant de ce podcast aujourd'hui, c'est qu'on a invité Andreas Maxence Vallière, un mécano hors pair qui est derrière les Dreambuild von Westphalen, qui est mécano chez Pignon sur Roue, un coureur cycliste émérite et par-dessus tout, un bon ami. Donc, il va apporter un point de vue très technique à ce podcast et surtout apporter un point de vue technique aux quelques innovations qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous invite à écouter le podcast. Merci de vous joindre à nous. Cool. Voilà. Hey, merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast. Je disais juste que je trouvais ça vraiment important de t'inviter toi plutôt qu'un autre pour parler des technologies étranges de vélo parce que tu es un des très bons mécanos que je connais. J'en connais plusieurs et disons que dans le fond, à chaque fois que j'ai un problème, je fais affaire avec toi parce que j'ai jamais besoin d'y retourner par la suite parce que le problème persiste. Donc, je pense que tu es une des personnes que je connais qui connaît le mieux la mécanique. OK, c'est bien fait. Ça met beaucoup de pression. Ouais, juste un peu. On s'attend à du contenu, ça coche. En gros, aujourd'hui, j'ai préparé une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6 technologies qui sont sorties l'année passée ou des produits qui sont sortis l'année passée ou dans. Puis, je voulais avoir ton avis sur est-ce que ça va passer l'épreuve du temps? Est-ce que, selon toi, ça va être bon ou pourquoi il y aurait des problématiques dans le long terme? Question soit d'en rire un peu ou simplement peut-être découvrir des nouveaux produits qui vont être incroyables. Let's go! Je vais partager mon écran. Le premier est plutôt étonnant, je dirais. Oups, attends une seconde. Le premier fait partie des plutôt étonnants. Ça s'appelle Classified. Puis, si j'ai bien compris, c'est que dans le moyeu arrière, ils ont remplacé quelque chose, puis ça fait que ton moyeu arrière devient aussi ton dérailleur avant. Donc, tu n'as plus besoin d'un dérailleur avant. C'est exactement ça. En fait, je connaissais déjà ça. OK. Parce que j'avais vu la technologie au moment où c'est sorti. Je sais pas si c'était un Kickstarter, mais c'est quelque chose comme ça. Puis après ça, je pense que JCN ont fait un segment là-dessus. Fait que je m'étais intéressé au produit parce que je trouve le concept intéressant. Puis je pense qu'il y a des manufacturiers, si c'est pas Focus, c'est Ridley, en tout cas une compagnie comme ça qui a spéqué un vélo avec un moyeu classified. On peut déjà acheter cette technologie-là, là, ça fonctionne, puis c'est déjà en vente, le grand public. Okay. Puis faudrait regarder, là, c'est peut-être en tout cas Ridley ou Focus, là. Puis en gros, comment ça fonctionne? Mais c'est que c'est activé de façon électronique, là. Okay. Donc, avec un shifter DI2, je pense que tu peux activer le dérailleur avant qui est dans le moyeu, finalement. Fait que c'est un espèce de truc avec des planétaires, des satellites. Puis, ça permet de changer, finalement, le ratio qui entraîne le corps de cassette. Ce qui fait donc que tu changes de plateau sans avoir à changer de plateau. Je trouve ça vraiment cool, en fait. Je trouve que c'est une super belle façon d'avoir plus de rapports. Puis c'est bien tendance d'avoir des transmissions one by, là, plus de dérailleur avant, c'est plus simple. Mais pour les gens qui trippent sur le one by, mais qui trouvent qu'ils n'ont pas encore assez de développement, de choix de développement, ben, je trouve que le système Classified, c'est vraiment hot. Puis en plus, ça permet de faire plein d'affaires comme sur les vélos de gravel, plus particulièrement. Là, tu peux conserver une ligne de chaîne qui est correcte sans avoir à développer un dérailleur avant qui compense pour cette ligne de chaîne-là qui serait un petit peu plus large parce que tu voudrais avoir plus de vitesse à l'arrière. Fait que c'est vraiment cool parce qu'il y a des grands manufacturiers qui ont vraiment la misère à faire des dérailleurs avant. Fait que je trouve que c'est cool comme concept. Okay, est-ce que ça va passer dans le temps? Je sais pas. Je pense que c'est une question d'adoption. Ça coûte vraiment cher comme le gosse. Mais, tu sais, quand tu as de l'argent, puis ou si tu l'achètes déjà sur un vélo, je pense que ça revient moins cher.
Puis je pense que c'est aussi spéqué avec des jantes, je me souviens plus quelle marque, là, mais ça a bien du bon sens. Parce que je trouve que OK. je trouve que ça a du bon sens comme produit. À voir si les gens vont l'adopter. Mais c'est sûr que moi, ce serait quelque chose que Tu voudrais je serais essayer. tenté d'essayer un jour, là, absolument, absolument. OK. Ouais, ouais. Puis, juste pour ma compréhension, tu sais, ça existe déjà des moyeux internes. Fait que c'est-tu juste un moyeu interne auquel ils ont rajouté un dérailleur externe? Pas vraiment, parce que OK. un moyeu interne, c'est comme c'est un assemblage interne de plusieurs OK. gears, tu sais, puis il y a évidemment, tu comme quelque chose qui active ce changement de vitesse-là. Dans le cas du moyeu Classified, ben, c'est vraiment plus simple parce que dans le fond, t'as juste deux vitesses, entre guillemets. OK. Ça ne fonctionne pas exactement de la même façon, mais le concept reste le même. C'est que dans le fond, enfin, c'est ça. Il y a déjà eu des trucs comme ça dans le passé. SRAM avait déjà essayé de faire une espèce de moyeu comme ça à deux vitesses. Puis je pense même FSA, si je ne me trompe pas, on fait un pédalier de montagne qui avait une espèce de système de démultiplication qui permettait d'utiliser juste un plateau, mais d'avoir comme deux vitesses. OK. C'était un peu clunky, mais bon, ça fonctionnait plus ou moins. Je pense que c'était aussi une question de fiabilité. Là, quand tu mets bien du torque sur ces affaires-là, ça ne marche plus. Tandis que le moyeu Classified, je pense que ça a été testé là, à des watts pas possibles, ça tient encore. Fait que pour le commun des mortels, comme nous, c'est bien correct. Good. Bon, ben, écoute, on ne sait pas si ça va passer l'épreuve du temps, mais on sait que c'est probablement bon. Fait que c'est la première. On en veut, c'est ça. Disons que la Exactement. première technologie est intéressante. La deuxième, j'ai vraiment Absolument. hâte de t'entendre parler, c'est le Lagar Concept. Puis Ouais. ça, Oh my God, qu'est-ce que c'est ça? ça, attends, on peut déjà skipper au changement de roue. Dans le fond, c'est que tout ton frein, ton disque et ton dérailleur est sur ton frame, puis la roue arrière est comme juste la roue en tant que telle. Ouais. J'ai déjà vu ça. Je ne sais pas si c'est Lagar que j'avais vu. Mais ouais, c'est. On va regarder la vidéo de 2 secondes, là. C'est vraiment cool. OK, ouais, j'ai déjà fait un truc similaire. Dans le temps que j'avais vu ça, les True Axle étaient vraiment moins populaires. Ben, il n'y en avait presque pas, en fait, sauf sur les vélos de montagne. Oh, la molette. La molette, en tout cas. Ils se vendent d'être les plus rapides. C'est pas pour rien, là. C'est Ouais, c'est ça. gigantesque. La molette, c'est un peu discutable. En tout cas, bon, après. Je trouve le concept vraiment intéressant, à savoir, est-ce que c'est assez rigide, mettons, pour le besoin de tous? Probablement. Parce que je pense qu'on a atteint dans le monde du vélo comment je pourrais dire ça? Une rigidité exceptionnelle, là, que ce soit pour les cadres, les roues, les moyeux. Tout est en masse rigide pour tout. À savoir si ça l'est. Probablement que si c'est mal conçu ou mal fabriqué, ou si c'était fabriqué à grande échelle, probablement que les tolérances sont moins bonnes, puis là, il commencera à avoir des petits jeux. Fait que, je vois. Mais ça, c'est cool. Le fait que tu aies une roue, un moyeu, dans le fond, pour l'avant et l'arrière, c'est très, très cool. Et dans le fond, ça pourrait peut-être permettre de réduire les coûts à grande échelle, mais j'ai de la misère à imaginer que ce concept-là prenne de l'ampleur. Mavic ont sorti une affaire avec Look, tu as un drop-out. C'est un true axle, mais un drop-out est coupé d'un bord, fait que tu peux comme sortir la roue super vite. Okay. Puis ça n'a pas été adopté par des grands manufacturiers, à part Look, quelqu'un le sait peut-être, là, mais c'est marginal l'adoption de ça. Fait que j'ai bien la misère à voir le concept Lagar à grande échelle. C'est-tu cool? Ouais, j'aime le concept. Mais Colin, c'est. Disons que comparativement au Classified, il y a peut-être plus de chances aussi qu'il y ait des fails, puis dans le fond, l'adoption risque d'être vraiment ralentie. C'est ça tes points, je dirais. Ouais, c'est ça. Puis c'est super cool, mettons que toi ou ton équipe, mettons que tu es une équipe, là, que tu roules sur du Lagar, c'est vraiment cool parce qu'on comprend que l'auto de l'équipe va avoir, mettons, des roues de rechange qui vont fitter avec
avec ton vélo. Dans le Mhm. fond, tout le monde va avoir des roues, les moyeux, la garde. Mais si, mettons, tu es tout seul à utiliser ce produit-là, puis que tu as un flat, à voir ton vélo, tu peux pas remplir. Clairement, tu peux pas mettre une roue normale à moins de commencer à manipuler bien des affaires. Là. Ouais. Fait que ouais, j'ai de la difficulté à imaginer ce concept-là prendre de l'ampleur. Par contre, il y a peut-être des applications où ça pourrait être vraiment cool. Je sais pas, je pense peut-être à des vélos pour para, tu sais, qui ont bien de la misère à Mhm. trouver des moyeux, ce genre d'application-là me semble tout à fait approprié, tu sais. Parce que tout coûte cher dans le para, puis tout est un peu custom, mais j'ai l'impression que ça pourrait peut-être faire sur des vélos à 3 roues avec 2 roues en arrière, ça fait la main. En tout cas, le concept est intéressant. Je pense pas que c'est. C'est pas encore Je pense rendu pas où que ça c'est ça devrait être pour que ce encore. soit. Non, OK. c'est ça, à moins qu'un grand manufacturier dise hey, ça c'est hot, on l'achète, puis euh, que là, ça se développe à plus grande échelle. Là. C'est la seule façon que je verrais ce concept-là prendre de l'ampleur. OK. Est-ce qu'on veut l'essayer? Pas sûr. Ouais. Je sais pas. Ben, Peut-être pour une oui, petite ride. non, mais c'est ça. Oui, pour l'essayer, mais c'est sûr, j'achèterais pas ça. Non. Mon prochain, c'est un gars qui a été vraiment créatif, en fond, suite à la nouvelle règle de l'UCI pour la position sur le vélo qui interdit, dans le fond, en dehors du TT, d'avoir les avant-bras en appui sur le guidon. Ouais. Il s'est fait un guidon de 27 cm. Je sens que tu vas me tilter, là. Ça, je sens que ça va venir te chercher. Dans le fond, c'est Ouais, comment il ouais, s'appelle? ouais. Dan Bigham qui s'est fait un guidon de 27 cm. Fait que comme ça, quand il était quand il était sur son guidon, il était comme déjà plus aéro que la moyenne des gens. Fait que s'il partait en break, c'était comme si il était un peu plus en position fake TT qui est interdite maintenant. Ouais. Il est-tu déjà parti en break, ce gars-là? Je pense que c'était comme je pense que c'était un gros stunt PR. Je Ouais. pense c'est comme ça a été son 5 minutes, son 15 minutes de gloire, peut-être même juste 5 minutes dans son cas, mais Ouais. non, c'est ça. Tu sais, un petit peu à gauche, en bas, là, t'as un autre dude, là, qui a la même position. Puis, Lui? non, non, non. En haut, à droite de ça, là, en diagonale. Non, lui c'est un classique, là. How narrow is too narrow? En tout cas, bref. Ouais. Oh, pas gros. Juste à gauche. Ah, ici? Non, à gauche. Ici? Ouais, ce dude-là. Ouais. Bon, ouais, tu sais, je vais me retenir, là, parce que je sais que c'est bien dans la mode d'avoir les cocottes par en dedans, puis des guidons de plus en plus étroits. Ça va-tu passer le temps? Non, mais ça va revenir. Et Mhm. voici pourquoi. Quand j'étais kid, j'habitais à Longueuil, puis j'allais à l'école à Ville-Mont-Royal. Fait que je faisais ça en vélo. C'est un OK. bon 20 km, là. Puis on prenait le pont Jean-Cartier. Et à l'époque, le pont Jean-Cartier était à peu près la moitié de la largeur de ce qu'il est aujourd'hui. Tu sais. Il n'y avait pas les barrières anti-suicide et tout ça. Fait que Ouais. c'était on ne peut plus sketch. Puis on faisait ça en vélo. Puis dans le temps, tout le monde avait un vélo de genre en montagne. Tu sais, bon. Puis dans ce temps-là, ben, la mode, c'était de couper nos guidons parce que ben, il fallait passer entre les chars. Il fallait, tu sais, enfin, le, le, le mobilier urbain était bien moins adapté à la pratique du vélo, tu sais, qu'aujourd'hui. Tu sais. Puis Ouais. le pont Jean-Cartier ben, était extrêmement étroit. Fait que quand tu croisais quelqu'un, je te dis, là, ça passait, tu sais, fallait comme, tu sais, juste tasser son guidon en même temps que Ouais. l'autre personne. Puis, fait que les gens qui prenaient le pont Jean-Cartier, il y avait des skills, tu sais, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui passait par là parce que c'était dangereux, tu sais. Anyway. Puis cette mode-là, elle s'est transférée à un moment donné au vélo de montagne, parce que le vélo de montagne a pris de la popularité, puis là, les gens ont commencé à réaliser que passant entre les arbres, ben, c'était bien étroit, fait que les gens ont commencé à couper leur guidon, tu sais, puis là, bon. Puis à un moment donné, les fixies ont commencé à couper leur guidon, tu sais, les gens roulaient genre de même, là, en tout cas, tu sais. Puis ça, c'est disparu. Puis là, ça revient, tu sais. Ouais. Puis là, ça revient sous prétexte que c'est aéro. Mais tu sais, si tu montres la photo, encore, là, Ouais. Je vais leur puis, montrer. puis là, au moment où je trouve ça complètement ridicule, c'est que les gars roulent les coudes écartés, tu sais. Ouais. Fait que, va pas me faire croire que pour réduire ta surface frontale, tu vas aussi comme élargir tes coudes. Tu sais, c'est une mode. Je suis désolé pour les plus jeunes là, qui trippent là-dessus, mais c'est une mode, puis ça sert à rien. Puis en plus, c'est dangereux, puis je fais encore de la course. Tu sais, je pratique encore la compétition de vélo.
Puis la grosse mode des cocottes par en dedans et des guidons super étroits, ça se traduit juste en du monde qui sont pas capables de chauffer leur vélo. Puis c'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour les gens qui pratiquent le sport autour d'eux. Puis c'est là où j'ai vraiment de la difficulté avec ce concept-là parce que c'est pas vrai que tu es capable à 50 km/h d'avoir le même handling sur 20 cm, 25 cm de largeur que sur 40, 42, 44. T'sais. Puis une chose qui le prouve, c'est en vélo de montagne, on est passé de étroit à normal large, puis là aujourd'hui, c'est super large. Puis même les petites coureuses, là, les filles qui font du vélo de montagne, du cross-country, sont toutes petites. Là. Elles ont des guidons de la largeur normale, parce que ça se contrôle très bien à haute vitesse. Puis, ben, ça se fait, là. Je pense que c'est une mode. Je ne veux pas me... c'est sûr que tout le monde va dire, il est tata, lui, c'est un vieux, old school. C'est pas ça, c'est juste dangereux, tu sais. Puis, tu le vois, là, il y a des kids, ça fait 1 an qu'ils font du vélo, ils se laissent influencer, ils roulent des cocottes par en temps, des guidons super étroits. Puis ils sont tout le temps en train de tomber. Ils font 4, 5, 6 chutes par année. Dès qu'ils sont dans une course, ils tombent. Ils sont pas capables de freiner, ils rentrent dans quelqu'un. C'est difficile d'aller chercher les freins quand tu es dans les drops, dans cette position-là. Puis, s'il y a une des choses que l'UCI aurait dû bannir à part, mettons, le super tuck ou les bas qui vont plus haut, que si les gars veulent ressembler à des triathlètes, j'ai rien contre les triathlètes, mais si les gars veulent se monter des bas jusqu'en dessous des genoux, go for it. Faites ce que vous voulez, mais ce genre de truc-là, adopté à grande échelle, je pense que ça contribue juste à rendre le peloton plus dangereux, les gens plus dangereux. Puis pire encore, si mettons, c'est une ride du samedi avec des amis, quelqu'un se pointe, est arrangé de même, puis finalement, à chaque fois qu'il tourne un coin, c'est un risque pour tout le monde de tomber, causer des chutes, puis de se blesser pendant qu'on fait un sport qu'on aime, finalement, puis il n'y a personne qui veut ça. Fait que non, j'approuve pas. T'approuves pas. Puis, ben c'est ça, il y a eu il y a eu un il y a eu un post sur Internet avec son nom en dessous, je sais pas là. Écoute, ça faisait partie des choses qui sont. Puis de toute façon, c'est rendu banni, ce guidon-là. Dans le fond, ouais, c'est ça. C'est rendu banni, ce type de guidon-là, mais je pense que les gens vont quand même se réinventer parce que c'est des bons stunts marketing pour le producteur du guidon. C'est une mode, c'est un style. Tu sais, les gars, ils roulent des guidons super étroits, puis les coudes larges, t'es tous sur CGV, là, tu sais, les petits gars, ils ont tous les coudes sortis, puis t'es comme, ben, c'est pas héros, tu sais, enfin, c'est un trend. Je pourrais finir là-dessus en disant que, tu sais, j'ai fait beaucoup de vélodrome dans ma vie, puis il y a très longtemps, tu sais, le record du 200 mètres lancé, ça a pris du temps avant qu'ils se battent, tu sais. Puis dans ce temps-là, les gars avaient des guidons de 40 cm en acier. Puis ils vont à 80 quelques km/h. C'est pas vrai que depuis que les gars roulent des 37 ou des 36, ils sont plus vite, sont à peine plus vite. S'il y a quelque chose, ils ont bien moins de skills pour manier leur vélo. Il y a beaucoup moins de matchs sprint qui sont spectaculaires aujourd'hui en termes de handling parce que les gars sont juste pas capables. T'sais. Fait que Aero Gains, not so sure. Je sais pas. Mais je le recommande pas. Parfait. Mon prochain, dans le fond, Shimano a embarqué dans le 12 vitesses, SRAM était déjà dans le 12 vitesses, mais je pense qu'une chose qui a retenu mon attention, puis tu en as monté un cette année, c'est le Écart 13 vitesses. Ouais. Puis je sais que c'était comme un peu un gag là, quand tout le monde a sorti des 12 vitesses. Est-ce qu'on va avoir besoin d'un 13 vitesses? Puis là, Écart qui arrive avec un 13 vitesses. Ma question est-ce que tout le monde va sortir un 13 vitesses? Puis est-ce que c'est utile? Puis est-ce que c'est plus utile encore qu'un 12 vitesses selon toi? Ben, c'est pas les premiers. Parce que la compagnie Rotor, une compagnie espagnole, a sorti un groupe 13 vitesses, dont le dérailleur arrière est activé de façon hydrauliquement. C'est complètement capoté comme affaire. Est-ce que les gens ont besoin de 13 vitesses? Oui. S'il y a une chose qui est bonne pour mettons, le vélo en général, c'est-à-dire, pas le vélo en général, mais quelqu'un qui achète un vélo, son premier vélo, mettons, puis qui a la première fois que tu prends un vélo là, avec des leviers indexés, là, à gauche, puis tu as les freins à gauche, les leviers à droite, là,
Les gens, ils ont bien la misère à comprendre le plateau, c'est à gauche, les vitesses en arrière, en tout cas, tu sais. Je m'exprime pas bien, justement, parce que quand il y a des nouveaux clients qui se mettent au vélo, ils sont souvent confus, tu sais, ils savent pas trop les vitesses à gauche, c'est 1, 2, 3, à quoi ça sert, puis 1 à 9 en arrière, à quoi ça sert, puis qu'est-ce que ça veut dire. Le One By, je trouve ça super cool pour la prise en main comme rapide du vélo. Fait que dans le fond, quelqu'un qui commence le bike puis qui a juste les vitesses en arrière à s'occuper, c'est parfait. Puis, toutes mes vélos, je pense, sont One By en ce moment. C'est un hasard. Là. Je ne suis pas pour le One By à 100%. Un road, ce qui te convient. Mais ça donne qu'en ce moment, tous mes vélos sont One By. Puis, quand je roule avec toi, on roule entre amis, on roule entre, mettons, 20 et 35 km/h de façon confortable pendant plusieurs heures. Puis un plateau, ben, c'est bien en masse pour suffire à ce range de vitesse-là. Puis plus tu as de vitesse, ben, moins il y a d'écart entre les tirs. Fait que c'est sûr que d'avoir 13 vitesses, ben, c'est bien plus cool que d'en avoir 11. Fait que il y a ça. Est-ce qu'on verra plus que ça un jour? Probablement. Parce qu'il y a des compagnies qui ont breveté des concepts jusqu'à 14 vitesses en ce moment. Puis, justement, avec un moyeu classified, ben c'est là que ça peut être intéressant parce que si, mettons, tu as 13 vitesses puis que tu ne veux pas avoir des rapports super éloignés l'un de l'autre, ben, en ayant un moyeu arrière qui agit comme dérailleur avant, ben là, tu peux avoir des vitesses, tu sais, des rapports rapprochés, mais deux ranges différents. Fait que là, tu peux être confortable sur le plat, tu peux être confortable dans les montées. Ce qui fait que là, au lieu d'être confortable entre, mettons, 20 et 35 km/h, mais soudainement, tu peux aller monter le Ventoux, mais tu ne te feras pas prendre sur le plat non plus par ton ami qui a une 50 et qui décide de rouler 50 km/h. Fait que très cool. Je veux dire, Écart, c'est un super beau groupe. Oui, j'en ai assemblé un sur la vidéo de dans la vidéo de quelqu'un. Puis c'est super bien exécuté. Campi, ils ont un style bien à eux. L'affaire qui me bug, c'est que moi, je l'aurais fait électronique. Tant qu'à sortir quelque chose d'aussi hot, d'aussi bien exécuté, d'aussi bien achevé, dans ma tête, il aurait fallu que ce soit un groupe électronique. T'sais. Mais bon, c'est ça. C'est ça. Voilà. Fait que très cool. 13 vitesses, oui, absolument. Ça va prendre des années avant que Shimano passe à 13 vitesses. Parce qu'en ce moment, oui, ils ont sorti 12 pour le vélo de route, mais c'est seulement Ultegra puis du Race, puis c'est seulement des hideux. Fait que c'est pas accessible à tout le monde. T'sais. C'est super marginal. Puis il n'y en a pas de groupe, cherchez-en pas, il n'y en a pas. Il y a juste les pros qui en ont. Fait que ça va prendre très, très, très longtemps avant que SRAM et Shimano passe à 13 vitesses. Fait que, en ce moment, Écart et Rotor sont comme des avant-gardistes finalement dans cette gamme de produits-là. Puis là, je pense que pour ceux qui nous regardent, je me suis un peu scoopé sur notre prochain... Parce que je partageais mon écran, puis je pensais que je le partageais plus. Okay. Mais dans le fond, la prochaine chose, je pense que c'est quelque chose... Moi, je suis convaincu que c'est bon. Oups. Parce que j'en ai essayé une d'une des marques qui se trouve à l'écran présentement. Mais dans le fond, ce que je pense que c'est plus pour la majorité des gens, parce que je pense que quand on parle de 3D printing, on pense souvent à quelque chose d'inconfortable puis du plastique cheap. Mais je ne sais pas si tu veux nous parler un peu des selles imprimées en 3D qui sont extrêmement confortables. Ben moi, je les trouve extrêmement confortables. Tu as peut-être un autre avis. Oui. Ben, j'en ai jamais essayé pour autrement que juste m'asseoir sur une phare. Puis d'ailleurs, c'était une selle c'était une Specialized, pour pas la nommer, qui était exactement la même que je roule de toute façon. Fait que la shape était très similaire, la largeur était la même. Fait que, tu sais, l'assise initiale, je sais pas, c'est cool, tu sais. À long terme, ben, je sais pas. J'ai même pas fait 10 km là-dessus, tu sais. Puis après un an, je sais pas si ça va être encore bon. 3D printing, je trouve ça vraiment cool, surtout pour les applications custom. Voilà, c'est-tu bon? Tu sais, une selle, c'est tellement personnel. Moi, j'aime un modèle de selle qui, universellement, fait pas mal à tout le monde. Puis je pense que c'est
bien exécuté de la part de cette compagnie-là. Mais bon, c'est vraiment personnel des selles. Fait il y a des gens qui vont sûrement triper sur le concept, puis qui vont l'adopter, puis ils vont l'adopter à un point où même s'ils sont pas bien dessus, ils vont continuer à dire que c'est hot. Ouais. Puis il y a d'autres gens qui vont être très, très francs, ils vont dire ben, j'ai dépensé 400, 450 $ là-dessus, puis finalement, j'ai eu mal, ça le fait pas. Voilà. Ben, je sais pas, le temps nous le dira si c'est durable, mettons, parce que faire un produit en plastique comme ça, plastique, là, je ne suis pas un ingénieur du plastique, fait que c'est un poly, whatever, plastique. Ben, il faudra voir si ça se ramasse pas au vidange trop vite. C'est la seule chose qui me. Bon, enfin, bref. Puis là, si, tu sais, mettons, ils 3D print ça avec des filaments de plastique recyclés, ça peut être cool. Il y a une compagnie allemande qui avait commencé à faire ça avec du carbone. Ils recyclaient, comme ils prenaient des vieilles roues de carbone, puis des vieilles composants de carbone, puis ils arrivaient à faire une espèce de poudre avec ça. Pas de poudre, mais des flocons, genre. Je pense que ça pourrait être le bon terme, des flocons. Puis ils réussissaient à relaminer ça, puis ils font des composantes en carbone. Ils faisaient des selles, justement, puis qui apparemment étaient relativement confortables parce qu'elles étaient relativement souples. J'ai pas le nom de la compagnie de même. Mais le concept est intéressant. Une chose que j'ai entendue à propos de ça, puis je ne sais pas si c'est un écho que tu as eu, mais tu sais, comme une des compagnies, justement, qui se trouve dans l'écran, que je ne nommerai pas, je connaissais quelqu'un qui avait une selle imprimée en 3D, puis il disait que, justement, c'était un peu plus abrasif, antidérapant que la selle régulière, ce qui faisait en sorte que ça passait vraiment vite, ces cuissards. Il y avait vraiment une usure prématurée des cuissards. Oui, j'ai déjà entendu ça, puis il y a de ces selles-là qui, les plus vieux d'entre nous vont se rappeler d'une selle Spider de Tioga, qui était une selle BMX en plastique qui ressemblait à une toile d'araignée. Quand tu es kid, en tout cas, je pense que tous les kids ont toujours rêvé d'en avoir une. T'sais. Puis je nomme la marque parce que dans le fond, c'est une affaire vintage, puis on n'est pas. Enfin. Ça ressemble un peu à ça, les selles imprimées 3D. Fait que oui, je pense que le curseur va s'user plus rapidement sur ces affaires-là. Fait que à prendre en considération, bon point. Je n'avais pas pensé à ça. Ouais. Est-ce que ça va durer dans le temps? Je pense pas. Seul l'avenir nous le dira. Oui, c'est ça. Mais c'est super marginal comme truc. Ça coûte très, très cher. Fait qu'à moins de vraiment tomber en amour avec ça, puis d'avoir l'occasion peut-être de l'essayer, un ami, une selle démo, quelque chose comme ça, je me précipiterais pas pour aller acheter ça si j'étais comme quelqu'un à la recherche d'une bonne selle. Voilà. Le dernier, mais non le moindre. C'est une compagnie qui m'a approché pour essayer le produit, ça je peux le dire. Puis malheureusement, ça ne s'est jamais traduit en essai routier. Mais j'avais déjà des doutes quand ils m'ont approché. C'est des pneus que tu mets sur ton vélo, puis je vais partager l'écran pour ceux qui nous regardent. Puis je vais continuer à décrire le produit. Tu vas me dire, là. Oui. C'est des pneus que tu mets sur ton vélo, puis dessus, il y a un zipper. Puis tu peux rajouter par-dessus tes pneus d'autres pneus. Je sais. Là, je fais des faces, là, mais c'est parce que je me retiendrai. Ben, moi, pour vrai, quand ils m'ont contacté, j'avais un petit peu peur. Puis j'espère qu'ils l'ont testé parce que la dernière chose que je voudrais, c'est que le pneu comme se décroche de l'autre pneu puis aille se pogner dans ma fourche puis dans mes rayons. Oui, absolument. La crainte est justifiée. Je te dirais que si un jour tu les reçois et tu veux les essayer, essaye-le en arrière. Déjà, si la roue à barre en arrière, ben, au moins tu vas faire un beau skid. Mais bon, aïe aïe. Je ne sais pas quoi penser de ça. Je connais pas le prix du produit. Tu sais, si mettons. Ouais. Supposons qu'ils l'ont testé et c'est vraiment safe. Safe au point où, mettons, puis ça n'arrive pas dans le monde du vélo, c'est très, très rare, là, mais mettons que Transport Canada homologuerait ce produit-là. On invente, là, on genre ça. Si, mettons, ça coûte la moitié, pas la moitié, mais le quart moins cher que d'acheter 2 pneus, ça pourrait être intéressant. T'sais. Là, tu vois, ils sont déjà à 40% off. Ils ont de la misère à les vendre. Là. Ouais. Je sais pas, man. C'est ça. Ça revient environ à... C'est entre
120 et 220 $ pour un bundle de 4 pneus. Mais dans le fond, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que ça coûte vraiment moins cher, mettons, que d'acheter des pneus à clous. Si, disons, le produit qui t'intéresse, c'est d'avoir un pneu slick puis un pneu à clous pour l'hiver, ce qui est vraiment quelque chose de commun pour nous, chez nous, effectivement, le 4 pneus, ça revient vraiment moins cher. T'sais, un pneu à clous de bonne qualité, c'est autour de 130 $ canadiens en ce moment. Fait que t'en achètes deux, tu es à 260, tu les as pas installés encore. Puis crois-moi, tu vas te souvenir que tu les as installés parce que c'est dur à faire. Le prix a l'air pas mal. Puis ici, en plus, tu peux juste comme zipper ça dessus facilement, relativement facilement, sans saigner des doigts. Là. Ouais. C'est ça, le concept est super intéressant. Il y a l'exécution, je sais pas. Puis surtout que là, on voit le zipper, puis ça ressemble à un zipper que je pourrais avoir sur... on dirait que le zipper de mon coton watté est plus solide que celui-là. Là. Ouais, quand tu l'auras reçu, hein, ton beau set de pneus, peut-être qu'on en reparlera. C'est-tu cool? Bah, je sais pas. Ça va-tu passer dans le temps? Non. Maintenant, je peux comprendre quelqu'un qui change souvent de pneu. Il y a peut-être une problématique. Je sais pas une problématique, mais tu sais, quelqu'un qui voudrait pas 2 sets de roues, puis quelqu'un qui veut faire autant de la route que du gravel, puis avoir juste un bike. Tu sais, je comprends comme il y a un besoin, mais est-ce que ça, c'est la solution besoin versus un deuxième set de roues avec deux sets de pneus? Je pense pas que ça répond à un besoin. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ça répond peut-être à un besoin ailleurs qu'ici. Tu sais, il y a des endroits dans le monde où les appartements sont super petits, où dès que tu as un autre gugus qui traîne, ben, tu es toujours en train de t'enfarger dedans. Tu sais. Si, mettons, tu vis dans un endroit où justement il n'y a pas d'espace, puis tu peux pas te permettre d'avoir 2 sets de roues, peut-être que ça s'adresse à un autre, un autre segment de la population complètement qu'à nous autres. En tout cas, l'idée est là. Clairement, ça a répondu à un besoin de la personne qui a créé ce produit-là. Mais je trouve ça... j'ai bien aimé ça. Tu sais, je suis plus... j'aurais plus confiance, mettons, en le pneu plein. En tout cas, je ne sais pas, que les gens connaissent peut-être, d'une marque qui s'appelle Tannus. Là, encore là, je nomme la marque, mais je la plug pas. Là. On n'a pas de lien avec Tannus. Là. On n'est pas des amis de Tannus. Non, mais tu sais, juste... Je pense qu'on peut même le montrer. Ouais, je vais me décrocher juste parce que quand tu écris Tannus, j'imagine qu'il peut y avoir des choses bizarres qui sortent. Fait que ouais, c'est ça. Fermer. Dans le fond, le pneu Tannus, c'est un pneu plein qui est accroché à une jante accrochée avec des petits crochets en plastique. Puis, il y a du monde qui tripe là-dessus. Puis, apparemment que ça se comporte presque comme un pneu de ville renforcé avec une bande de roulement très, très, très épaisse, une grosse chambre à air anti-crevaison. Dans le sens que c'est pas bien confortable, mais que ça fait la job. OK. Fait que, en termes de pneus funky whack, là, enfin, je serais plus attiré vers l'option, mettons, pneu plein anti-crevaison que vers le pneu à zipper qui a vraiment l'air en tout cas, ça a l'air sketch. Ça a l'air sketch. Puis je pense que je partage les mêmes impressions que toi. Là. Je suis pas sûr que tu es super enthousiasmé à l'idée de mettre ça sur ton vélo. Le fameux pneu. Quand ils m'ont approché, j'étais comme, si je l'essaye, c'est sur mon fixe. Puis effectivement, c'était le pneu arrière que j'allais mettre parce que pour le zipper, j'avais juste peur que ça pète. Puis je me disais, si ça pète en avant, puis que genre, tu passes par-dessus, t'es pas plus avantagé. Mais, ça va faire mal. C'est sûr que c'est pas... Enfin, c'est ça. C'est vraiment inquiétant. Tu sais, faudrait... mais je vais aller relancer, puis j'ai quelques pour l'essayer. OK. Ben, tu sais, dans le fond, je ne veux pas le plugger non plus, là, mais le gars qui teste la résistance au roulement des pneus, là, il y a comme un outil sur lequel il fait rouler des pneus. Ben, si ce setup-là était testé sur une machine comme ça qui simule, disons, 1000 km de raid, comme à l'accélérer très, très vite avec une pression appliquée, puis peut-être même une espèce de... Tu sais, forcer le pneu à bouger latéralement pour voir si la carcasse, en fond, si la
comment on pourrait appeler ça, tu sais, comme tu as la carcasse initiale, puis là, tu as la partie zippée par-dessus. Mais tu sais, la partie qui est par-dessus, tu veux pas qu'elle bouge comme ça non plus, tu sais. Tu veux pas Non, qu'elle se tu veux déforme, surtout pas que dans le la fond, carcasse latérale lâche. ouais, c'est ça. Le Non, ben, flanc, ouais, en fait, le flanc du pneu, qui est comme... effectivement, mais tu sais, s'imagine, le flanc, il reste bien solide, mais le dessus, il bouge comme ça, ben, ça va vraiment changer la perception que tu as du pneu quand, Ouais. disons, tu inclines ton vélo, puis là, finalement, le pneu fait autre chose. Ça, en tout cas, tu sais, remarque, ceux qui font du cyclocross avec des boyaux sont habitués, là, tu sais, comme tu bouges le vélo, puis le boyau se déforme, mais c'est pas tout le monde qui est habitué à ces sensations-là. Fait que ça peut être vraiment désorientant au début. Fait que c'est très wack. Je sais pas. Écoute, je vais relancer la compagnie, Mm. puis on va l'essayer, puis on pourra faire un follow-up. Puis si tu veux, je te passerai des roues avec... J'ai avec essayé ça. ton vélo, là. T'imagines-tu, là? Changer les. En tout cas. Ah ouais, c'est ça. Good. Écoute, Nice. ben, c'était tout pour aujourd'hui. Un gros merci de t'être prêté au jeu. Je pense que c'était super éducatif, puis c'était beaucoup plus intéressant que si j'avais juste parlé à travers mon chapeau, comme des fois. Je peux le faire quand vient le temps de mécanique. Fait que maintenant, j'essaie de m'entourer de pros pour le faire. Fait que si jamais on a d'autres opportunités, je te rappellerai sans faute. Ça serait vraiment le fun. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça fait plaisir. À bientôt. Bonne journée. Bien. Bye. Bye. Nice. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast. Ça fait toujours plaisir de vous avoir parmi nous. Je vous invite à visiter le compte YouTube d'Andreas et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type de contenu. Je vous remercie encore d'être venu aujourd'hui. À bientôt.